Bien, mais nous allons continuer les débats passionnants d'hier en nous concentrant ce matin sur la notion de conflit immatériel. Hein. Donc, comme vous le disiez, Martin, on va avoir 4 présentations. Ce qui fait qu'on va partir à peu près sur 30 minutes hein, dans un premier temps, et on verra au bout de 2 présentations si on procède à peut-être une petite discussion des questions, une pause et qu'on reprend ensuite. Voilà, donc on va, comme hier, en fait, avoir tout d'abord une présentation émanant d'un photojournaliste, hein, et puis ce seront des collègues essentiellement pour ce matin de l'UPVD qui prendront la parole. Donc nous allons commencer avec Édouard Beau, hein, qui pratique la photographie documentaire en s'interrogeant beaucoup sur la condition humaine et les flux migratoires. Qui présente son travail comme se situant entre journalisme, poésie et photographie documentaire. Il va nous en dire plus, et en traitant le sujet de anatomie des conflits internes et externes. Je vous laisse donc la parole. Merci. Donc, merci de m'accueillir. J'ai que 30 minutes. Et pour traiter un sujet aussi compliqué que les conflits matériels, je pense que ça va être plutôt des acrobaties. Je vais essayer de vous faire une présentation préalable assez courte sur mes réflexions sur les conflits immatériels depuis à peu près 15 ans. Ça fait 15 ans que je travaille en Irak, donc au Kurdistan, à Mossoul et dans le reste du pays. Et que donc j'ai vu, de mes yeux vus, pas mal de conflits immatériels se matérialiser en un conflit réel. Donc je vais directement rentrer dans le vif du sujet, parce que donc effectivement je suis photojournaliste, mais j'utilise la photographie plutôt comme un médium. Il se trouve qu'ensuite je suis passé au cinéma, puis à la radio, puis maintenant à des pièces interactives. Donc pour moi les médiums sont vraiment un peu comme Emmerich, un moyen d'expression, et pour moi ils sont vraiment complémentaires. Alors, pourquoi les conflits immatériels internes et externes? Alors, déjà, je pense que nous sommes tous traversés par des conflits internes en tant qu'êtres humains. Et ces conflits internes trouvent une résonance dans le monde extérieur, dans les sociétés dans lesquelles on vit. Et disons que les conflits identitaires, culturels ou religieux trouvent une caisse de résonance à l'intérieur de chacun de nous. Et qu'on n'est pas séparé on n'est pas séparé du milieu socio-culturel dans lequel on vit. Ça veut dire que toutes les évolutions du milieu socio-culturel dans lequel on évolue nous fait évoluer par la même occasion. Donc je vais faire un petit clin d'œil à Martin Galinier avec une fresque, un bas-relief de Ninive qui représente quasiment exactement la même chose que celui de Marc Aurèle. Voilà, donc c'est pour montrer qu'en fait l'histoire, on ne vit pas une histoire qui naît en génération spontanée. Aujourd'hui, les conflits que l'on vit aujourd'hui ne sont pas nés comme ça en 2018, mais disons que 3000 ou 500 ans avant Jésus-Christ, c'était les mêmes problématiques et les mêmes représentations et les mêmes les pouvoirs politiques et religieux avaient exactement les mêmes modes de représentation pour décrire leurs conquêtes, leurs victoires, désigner des adversaires, désigner des barbares ou des civilisations inférieures. Là, je vous montre une photo prise par mon grand-père, donc des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, c'est en 1961, pour vous montrer aussi que l'histoire, de la psychobiologie, c'est-à-dire la transmission des traumas ou des mémoires au travers des générations, en l'occurrence, trouve écho à l'intérieur de mon histoire à moi. Donc voilà. Donc ces Bouddhas de Bamiyan ont été détruits en mars 2001 par les talibans.
Tout ça pour générer un conflit immatériel qui était de discréditer donc la pratique d'un point de vue symbolique, de discréditer ou d'éliminer la pratique ou l'histoire du bouddhisme d'Afghanistan. Et que ce que j'essaie de dire, c'est que toutes ces destructions, que ce soit celle du temple de Nimrud, que ce soit par Daesh, que ce soit la tombe de Jonas par Daesh, que ce soit les Bouddhas de Bamiyan ou toute autre destruction symbolique du patrimoine immatériel de l'humanité, a des visées et une portée bien précise qui modifient en profondeur les sociétés dans lesquelles on évolue, puisqu'elles trouvent une résonance à l'intérieur du patrimoine socioculturel qui nous constitue et qui est différent dans chacun de nous. Donc, on parle beaucoup de conflits, mais moi j'aimerais parler aussi d'harmonie, parce que je pense que l'inverse du conflit, c'est l'harmonie. Et je pense qu'aujourd'hui, on traverse une crise environnementale particulièrement grave. Et que, du coup, pour moi, parler de conflit sans parler d'harmonie, c'est ajouter du conflit au conflit. Donc, voilà, c'est un petit schéma, je ne veux pas l'expliquer parce que c'est... Donc les conflits internes de chaque personne, nous sommes tous mus par beaucoup de paramètres, dont je les avais détaillés, mais comme j'ai qu'une demi-heure, il me faudrait toute une journée, voire 3 jours. Donc nous avons tous des besoins fondamentaux, des besoins physiologiques, des besoins d'estime de soi, des besoins d'appartenance culturelle, des besoins d'amour, donc d'appartenance, d'estime de soi, de transcendance, qu'elle soit religieuse ou non. Et voilà, c'est ce qui constitue chacun d'entre nous. Et pour compliquer la chose, nous sommes aussi mus par des désirs, nous avons aussi des rêves et des émotions. Et tous ces paramètres combinés peuvent... tous ces paramètres combinés nous constituent et conditionnent notre état de santé. Donc l'homme est une machine perceptive, et je pense qu'un des gros problèmes de notre société aujourd'hui, c'est la perception, c'est-à-dire quelle perception on a des choses, et comment cette perception est manipulée ou non par des conflits immatériels qui touchent à notre être, à nos croyances, à nos désirs et à nos rêves. Ce qui nous mue dans la vie, en fait. Ce qui nous meut, pardon. L'homme est aussi une machine interprétative par ses émotions et par ses rêves et par ses désirs. Mais il est aussi, en reprenant Hannah Arendt, il est aussi une machine créative, donc l'homo faber ou l'animal laborans. Je rentre pas dans les détails parce que j'ai vraiment pas le temps. Voilà, plein de choses que je voulais aborder. Donc le contexte socio-culturel qui nous fabrique est constitué par une tradition orale, l'enseignement, l'éducation, la littérature, la peinture, la musicographie, la filmographie, les contenus digitaux. Et toutes ces choses qui nous arrivent, en fait, qui nous impriment au niveau du ressenti, parce que l'homme est imprimable. Toutes ces choses-là impriment et fabriquent notre nous, notre moi socioculturel. Et disons que nous sommes aussi constitués de mythes et de croyances qui partent de Ninive, de la Mésopotamie, et même dans la proto-histoire, ça veut dire l'histoire d'avant les civilisations, et qui transportent un certain nombre de symboles et de signes, de superstitions, et les croyances, qu'elles soient religieuses ou non, s'appuient sur ces symboles et sur ces signes pour nous conditionner dans une société donnée.
Et c'est particulièrement vrai dans les pays que j'ai traversés. Donc, toutes ces croyances et ces mythes, soit on les boit, on les mange, soit on développe aussi un esprit critique. C'est ce pourquoi des lieux comme ici existent. Et si jamais on rentre en conflit avec ces mythes et ces croyances, on rentre en dissonance cognitive. Ça veut dire que tout d'un coup, le monde dans lequel on pensait évoluer, on s'aperçoit que c'est pas exactement vrai, on va dire, et peut s'amorcer un phénomène d'individuation selon les théories de psychologie analytique de Carl Jung. Donc une chose que j'aimerais soulever, c'est que les conflits matériels, qu'ils soient culturels, identitaires ou religieux ou politiques, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais insister. Ils sont stratifiés dans le temps, ça veut dire que au travers de toutes les civilisations, ils ont évolué, ils ont marqué les territoires par des monuments, par des croyances, par des destructions de monuments, par l'imposition d'un pouvoir politique-religieux, par le biais de grands monuments, d'écrits et compagnie. Et que tous ces conflits, toutes ces données culturelles, identitaires, religieuses ou politiques trouvent leur écho à un niveau personnel, interpersonnel, mais également collectif. Donc j'ai fait des petits schémas qui ne sont pas forcément très très clairs, mais qui pour moi... Donc chaque rond représente une communauté, et les communautés ont des échanges positifs ou négatifs, et disons que ces communautés évoluent en permanence en fonction, et c'est notamment de plus en plus vrai aujourd'hui avec les réseaux sociaux et l'ère digitale, c'est-à-dire que quelque chose qui advient de l'autre côté de la planète va transformer la manière dont on voit le monde en temps réel. Donc là, vous avez... Alors, quand une société, une communauté donnée ne se sent pas en sécurité, notamment les yézidis en Irak, puisqu'ils viennent d'une religion qui trouve ses racines dans le zoroastrisme, donc qui est une religion anté-monothéisme, et qui ne font et que du coup, dans un contexte comme celui de l'islam sunnite actuel, ils ne peuvent pas partager, ils ne peuvent pas exprimer leur religion, puisqu'ils seraient tout de suite taxés soit d'hérésie, soit puisque là en l'occurrence ils vénèrent l'huile d'olive et le feu. Donc c'est quand même des religions qui trouvent ça c'est l'intérieur de leur temple, hein. C'est des images auxquelles on n'a pas forcément super accès. Et donc, si vous voulez, dans le contexte monothéiste de l'islam politique actuel, c'est très très compliqué pour eux de pouvoir exprimer cette réalité religieuse. Et c'est un danger, donc ils se referment sur eux-mêmes et leur religion devient quasi secrète. Enfin, transporte avec elle beaucoup de secrets et de choses dont ils ne parlent pas, parce qu'ils sont déjà taxés de beaucoup de préjugés et d'être des adorateurs du diable, ils ont des grandes moustaches donc ils sont sales, enfin voilà, tous les préjugés habituels qu'on entend sur les minorités culturelles, et voilà. C'est le cas ici aussi. Donc l'écosystème dans lequel on évolue, il est constitué par un certain nombre de choses, l'accès aux ressources naturelles, la météorologie, le groupe social dans lequel on évolue, qui est conditionné par un environnement culturel et des croyances, et l'avancée des sciences et de la médecine. Vous voyez, j'aurais pu vous en parler pendant 3 heures, j'ai toujours pas montré une seule image.
Donc, ce qui me paraît important, dans un cadre d'amenuisement des ressources, ou à un moment où la communauté trouve ses limites dans le nombre qu'elle peut supporter, on passe de la coopération à la compétition, quelque chose qu'on connaît bien en ce moment, et puis à la domination, donc la stratification sociale de la société concernée. Bon, Donc là, j'ai fait un petit schéma que j'ai pris nulle part, que j'ai fabriqué. Donc, disons que la personne que nous sommes dans une société donnée, conditionnée par notre perception de l'environnement et de nos déterminismes individuels, évolue dans le temps, selon un phénomène d'intégration darwinienne, et est conditionnée par son contexte socioculturel collectif et évolutif, ce qui, en permanence, recompose nos croyances et notre personne. C'est ce qu'on appelle la cognition. Puis, un événement ou un stimuli, ça peut être l'explosion d'une bombe, ça peut être le 11 septembre, la destruction des Bouddhas de Bamiyan, un événement politique quelconque, il y en a tous les jours aujourd'hui, va conditionner notre nouveau être, ça veut dire les actions que nous allons prendre dans l'avenir, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient violentes ou pas. Voilà, donc dans un cadre de diminution des ressources naturelles à disposition de la communauté, du groupe social, on passe de la coopération à la compétition, à la domination, et en général, ça conduit à la destruction. Et moi, c'est des choses dont je peux vous parler là, mais je l'ai vu arriver, notamment en Irak. Donc je vais passer très vite là-dessus. Donc, j'ai combien de temps encore là ? 20 minutes. Un gros quart d'heure, 20 minutes. Un gros quart d'heure, 20 minutes. 20 minutes. 13 ans, ok. Allons-y. Donc, moi, j'ai commencé à aller au Kurdistan en 2003, donc au moment de l'invasion... au moment de l'invasion américaine. Et j'ai donc sillonné le pays pendant 6 mois pour essayer de comprendre déjà quel était ce peuple, que le peuple kurde, ensuite quelle était la situation de l'Irak, et j'avais une sorte d'intuition, puisque nos intuitions ne sortent pas de nulle part, c'est que ça allait pas aller forcément dans le bon sens. Donc je me suis vraiment attaché à ça de manière un peu inconsciente, mais très consciente sur le moment. Et donc j'ai assisté à la destruction des symboles du pouvoir local, le symbole militaire, religieux, juridique. Et je pourrais vous donner des tonnes d'exemples, mais j'ai pas le temps ici. Donc je vous montre quelques images. Ça c'est donc un négatif retrouvé dans cette caserne. Donc c'est les soldats qui se prennent en photo avant l'invasion américaine. Et en fait, cette invasion ou cette libération, puisque du côté kurde c'était plutôt une libération du joug de Saddam Hussein, recompose directement la société locale, puisque les Arabes qui avant avaient sunnites qui avant avaient avaient le pouvoir dans le pays, se sont retrouvés mis en minorité, mis en difficulté, et les Kurdes qui eux étaient discriminés, tout d'un coup viennent faire leur mariage sur des anciennes lignes de front et pouvaient accéder à une possibilité
de vivre leur identité et leurs rêves, qui aujourd'hui sont un peu mis à mal. Voilà, donc dès qu'on détruit un pouvoir, il y a d'autres pouvoirs qui se mettent en place, qui utilisent d'autres symboles, et parfois qui participent à la libération de gens opprimés. Mais c'est pas sans briser quelques œufs. Donc ça, par exemple, c'est un passage dans les faubourgs de Mossoul en 2003, où vous pouvez voir qu'il y a une église sur la gauche qui est quand même assez grande, et à droite, le portrait de Saddam Hussein détruit. Donc la destruction des symboles du pouvoir précédent. Et malheureusement, pour les chrétiens d'Irak, à plus long terme, la destruction de leur propre environnement, où ils pouvaient évoluer plus ou moins librement. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il n'y a plus de chrétiens à Mossoul. Donc les ressources naturelles, les pipelines de Kirkouk, et voilà. Je passe vite parce que j'ai vraiment pas le temps en fait. Donc ensuite, je suis allé à Mossoul. Alors, j'ai lu dans certains de mes textes que j'étais invité à aller à Mossoul, mais en fait, c'est pas du tout vrai, puisque j'ai vraiment mis 1 mois à accéder à la ville. Il y a certains textes qui disent qu'on m'a demandé de venir, mais j'ai mis 1 mois et demi à rentrer dans la ville, et c'était vraiment plus que compliqué. C'est quelque chose que je voulais préciser. J'ai été refoulé 3 fois de la ville, donc... Et donc à l'intérieur de cette ville, ça c'est dans les faubourgs de Mossoul, une église en construction à l'époque. Et dans les faubourgs de Mossoul, si vous voulez, j'ai assisté à la prise de pouvoir. Enfin, disons que les Kurdes, les Américains aidés par les Kurdes, essayaient de pacifier la ville. Et disons que j'ai assisté c'est un film, quelque chose que j'ai documenté dans un film qui s'appelle Searching for Hassan, qui est plus vraiment accessible aujourd'hui. J'ai assisté à la mise en j'ai assisté, disons, à la discrimination des Arabes sunnites à l'intérieur d'une ville qui était leur fief, qui était vraiment le fief politique, militaro religieux de Saddam Hussein, puisque c'était une ville de caserne. Donc tout l'appareil militaire de la ville, du pouvoir de Saddam Hussein était concentré dans cette ville. Et c'est pour ça que des années plus tard, Daesh y a trouvé un terrain très fertile, notamment puisque les populations arabes sunnites avaient été maltraitées à tort ou à raison. C'est une discussion qui ne prend pas parti. Avaient été maltraitées pendant plus de 10 ans. Et donc les conflits encore une image. Donc là c'est des images voilà, que j'ai faites en 2007. Donc un des conflits matériels, c'est la transmission des traumas au travers des générations. Et je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à ce jeune enfant qui se fait mettre une Kalachnikov sur le visage, ou à cette petite fille. Quelle va devenir comment va se transformer ses croyances et son contexte socio-culturel après avoir vécu des choses comme ça pendant plus de 10 ans. Là, c'est l'armée qui arrive dans une famille de Kurdes et qui, en l'occurrence, donne l'arme. On voit pas sur la droite, vous êtes tout petit, disons. Et qui donne l'arme à l'enfant. Donc c'est vraiment montrer que dès qu'on arrive dans une famille kurde, on se sent chez soi. Et dès qu'on arrive dans une famille arabe, on met le fusil sur la tempe. Donc c'est pour montrer aussi comment les conflits identitaires, culturels
et religieux peuvent trouver leur matérialité à l'intérieur d'un conflit. Donc maintenant, on va passer à autre chose, puisque les conflits matériels, moi je les ai vécus de l'intérieur, puisque j'ai donc sauté sur une mine en 2007. Et c'est pour ça que je suis capable de vous parler aussi de la cognition d'un certain nombre de questions relatives aux sciences cognitives, puisque je les ai vécues dans mon corps. Notamment les notions de flashback. Alors, dans une lutte de pouvoir interne ou externe, il y a plusieurs process possibles. Soit on intègre les symboles, alors là c'est plutôt d'un point de vue externe, soit on intègre les symboles politiques et religieux qui nous ont précédés, soit on les détruit, pour aller vers une nouvelle société. Et c'est beaucoup le cas en ce moment. Donc moi j'ai décidé d'aller voir les soldats américains, puisque c'était un peu les seules personnes avec qui je pouvais parler de ces traumas, pour déjà pouvoir avoir une discussion avec eux, savoir qu'est-ce qu'ils retiraient de cette expérience. Je vous laisse lire. Est-ce qu'on peut lire là? Ouais. Je vous laisse lire parce que... Et du coup, j'ai été partagé un certain nombre de discussions sur ce qu'avaient vécu ces soldats, quelle expérience ils en retiraient. En général, ils étaient brisés par ce qu'ils avaient vécu, et ils étaient en dissonance cognitive avec leur propre société, puisque de retour de la guerre, disons que les Américains n'avaient pas trop envie d'entendre parler de cette guerre. Donc, ils se retrouvaient un peu seuls. Donc c'est là que j'ai découvert ces schémas, et c'est des schémas, vous allez voir, qui ont beaucoup influencé ma vie. Et c'est une réflexion que les Américains ont sur la traumatologie, notamment due à leur histoire, notamment due à tous ces gens qui sont revenus traumatisés de la guerre du Vietnam. Et disons qu'au niveau de la recherche des sciences et de la médecine, ils sont très avancés. Nous, on commence un tout petit peu à s'y mettre. Et donc, en fait, on a des cycles de violence, et tant que, en fait, je vais faire très court, mais tant que les causes du conflit ne sont pas reconnues, traitées et discutées, et un peu comme ça s'est fait après la Première Guerre mondiale, enfin, de manière, ou la Seconde Guerre mondiale, les conflits se répètent. On ne pourrait pas avoir la relation, quoi qu'on en dise, qu'on a avec l'Allemagne en Europe, sans avoir, au préalable, fait un travail de mémoire et de dialogue. Parce que sinon, les conflits se répètent en permanence. Donc voilà, tout ça, c'est une infirmière qui aujourd'hui est obligée d'avoir un chien pour se calmer, puisqu'elle a vu des choses quand même assez terribles. Et du coup, il y a le phénomène de résilience, qui est un phénomène tout à fait envisageable après un trauma, puisque moi, j'ai pas l'air complètement non plus... Hein, ça va. Et notamment chez ces soldats-là, chez ces vétérans-là, c'est un process qui passe par le fait de se reconnecter à la nature, de se reconnecter, là en l'occurrence, ils ont monté une ferme biologique. Et c'est comme ça qu'ils vivent aujourd'hui. Donc ça, c'est un schéma qui pour moi est super important. C'est comment on casse les cycles de violence. Parce que bon, il y a des conflits matériels, on peut en parler pendant 3 heures. Et d'ailleurs, il y en a tous les jours en ce moment, notamment en Allemagne actuellement. Mais disons que si on fait le chemin de vouloir casser ces cycles de violence, on peut arriver à des choses extrêmement créatives. Déjà, pratiquer la tolérance et la coexistence, explorer la restitution. Donc je pense que pour des gens qui créent des images, ou des documentaires, ou des films, ou qui sont photojournalistes, ou peu importe, c'est quelque chose d'extrêmement important, de pas seulement documenter un côté des conflits, parce que sinon les conflits se répètent, et on fait que ajouter du conflit au conflit, mais d'aller de chaque côté du conflit
et essayer de comprendre. Ça veut dire construire des histoires jointes, des histoires conjointes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire de manière inconsciente, encore une fois, pendant 9 mois en Irak, où j'ai essayé de m'intéresser à l'histoire ancienne du pays. Donc c'était un moment où tout le monde s'en foutait un petit peu. Mais j'ai essayé d'aller sur les sites archéologiques. Donc là, en l'occurrence, c'est la tombe de Jonas, donc qui est un prophète présent dans les 3 religions monothéistes, et qui faisait un peu un ciment symbolique entre ces 3 religions, qui a été détruit par Daesh. J'aurais pu vous montrer la vidéo de la destruction, mais ça m'intéresse pas. Vous pouvez la trouver sur Internet. Et donc, cette mosquée, puisque le pouvoir en place a repris le symbole, et que comme c'est l'islam, c'est devenu une mosquée, ce serait les chrétiens, ça serait devenu autre chose. Ça serait quelqu'un d'autre, ça serait devenu encore autre chose. A été détruite, plastiquée en 2014, a été réduite à néant. C'est quand même un très très beau bâtiment. Il faut savoir qu'en dessous, et c'est pour ça que je parle de stratification des conflits immatériels, et après je vais plus avoir le temps, mais j'aurais pu vous faire le tour de l'Irak comme ça. En dessous de la tombe de Jonas, il y a un ancien temple assyrien. Donc je sais plus si c'est... Donc les lieux sacrés, en fait, on a empilé des symboles comme ça. Et c'est pour ça que autour de ces nœuds névralgiques, donc moi c'est ce que j'appelle des traumas, et c'est pour ça que l'anatomie des territoires, j'appelle ça, pour moi ça a vraiment un lien. Ça veut dire que ces points de crispation politico-culturels et religieux prennent ancrage dans des lieux qui sont sacrés depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et je vais vous montrer un exemple. Donc là, à droite, en haut à droite, c'est tout petit. En haut à droite, c'est l'emplacement du temple d'Ishtar. À gauche, c'est la mosquée Al-Nouri, qui a été construite par Saddam Hussein et où Daesh prenait l'habitude d'égorger soit des soldats kurdes, soit je ne sais qui. Donc vous voyez comme quoi c'est le lieu de pouvoir, une mosquée construite par Saddam Hussein, reprise par Daesh. Les temples assyriens sur lesquels sont construites ou enterrés des prophètes. Donc il y a une stratification des conflits immatériels dans le territoire. Le toit de la mosquée de Nabi Younes, donc du prophète Jonas, ça c'est un toit qui a été fait par les Ottomans. Donc les Ottomans sont venus couvrir le toit de la mosquée par quelque chose qui représentait leur pouvoir politique et culturel. Ça c'est le tombeau de Jonas, qui aujourd'hui n'existe plus. Ouais, moi j'ai eu 15 minutes pour le visiter parce que c'était vraiment hyper dangereux et puis j'étais pas vraiment autorisé à être là. Ça c'est la porte de Shamash. Donc pareil, c'est les remparts de la ville de Ninive dont on a parlé tout à l'heure avec les bas-reliefs. Et c'est donc les remparts de la porte Shamash, donc le roi soleil de l'époque. Voilà, bon on va passer tout ça parce que voilà. Parce qu'on est presque au bout. Oui, on est au bout en plus. Donc voilà, là, j'aurais pu vous faire tout le tour de l'Irak comme ça, j'aurais pu passer aussi par le Rojava. Mais je vais pas avoir le temps. Juste une dernière chose, vous voyez ce tel. Donc les tels, c'est des concrétions plus ou moins naturelles. En fait, elles sont pas vraiment naturelles. C'est juste que pour se protéger des ennemis, du néolithique jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Comme c'est des territoires extrêmement plats, les gens ont construit des petits monticules comme ça, c'est ce qu'on appelle des monticules ou des tumulus ici en Europe. Et ça servait à surveiller les environs. Et il se trouve que, encore aujourd'hui, à force de construction, les tels ont pris de la hauteur.
Et vous pouvez voir que dans la tranche de ce tel, il y a des constructions. On peut voir aussi les petites briques. On voit pas très bien. Ouais. On peut voir les petites briques. Et en fait, ça servait à surveiller les environs à l'époque, mais encore aujourd'hui. Puisqu'il y a un bataillon de l'armée kurde situé sur le haut. Et à côté, il y a les anciennes positions de l'armée Saddam Hussein. Donc vous voyez comme quoi, du néolithique jusqu'à aujourd'hui, les conflits immatériels trouvent leur ancrage dans le territoire et à l'intérieur des systèmes politico-culturels qui ont été fabriqués, réinventés par les différents pouvoirs politiques ou religieux en place. Et alors je vais juste finir sur un truc vraiment rapidos parce que c'est important pour nous, je pense. Donc voilà, on aurait pu faire le tour par Kerbala et compagnie, mais on va pas le faire. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, notamment à la Casa de Velázquez à Madrid, comme j'étais membre artiste de mon retour d'Irak, là, du voyage aux années, j'ai essayé de comprendre comment ces différentes propagandes, ces différentes histoires politico-culturelles venaient se cracher dans ma tête. Et finalement, je croyais en quasiment aucune d'entre elles. Que ce soit toutes ces théories du complot, toutes ces choses ne trouvaient pas de matérialité à l'intérieur de moi. Donc j'ai essayé de faire des pièces, notamment une pièce sur la mémoire de la guerre civile espagnole, qui est une pièce immersive qui compile différentes strates de temps, donc le temps de la guerre civile espagnole, le temps du territoire et le temps contemporain. Et comment... et en fait, c'est une pièce qui est composée de photographies et d'une installation sonore qui nous embarque dans une stratification, dans une compression temporelle plutôt. Une compression temporelle entre le temps de la guerre civile espagnole, avec les différents partis en place et les affrontements qui se mènent. Le temps du territoire, ça veut dire plutôt des paysages sonores pacifiés aujourd'hui. Et le temps des luttes sociales et culturelles qui prend place aujourd'hui. Et c'est encore le cas, puisque à la vallée de Los Caídos, il y a encore beaucoup de questions sur est-ce que le cercueil de Franco doit être enlevé de cet endroit. Surtout un endroit qui a été construit par les prisonniers républicains. Donc voilà, ça c'est quelques images de ce projet-là, dont la route d'Orwell, la route à Orwell, donc le bouquin d'Orwell, donc je ne me rappelle plus le nom. Hommage à la Catalogne. Hommage à la Catalogne, exactement. J'ai pas fait exprès. Hein. Et voilà. Donc comment, selon Alain Badiou, la survivance de l'histoire dans le temps contemporain. C'est-à-dire comment, et c'est le cas en Irak, ici, ailleurs. Et il y a une autre pièce que je voulais vous présenter, mais je ne vais pas trop avoir le temps, je vais juste en parler. C'est une pièce d'expérience culturelle, en fait, qui est un jeu vidéo, et à l'intérieur de laquelle j'ai transposé toutes mes archives sonores, pas toutes, mais un certain nombre d'archives sonores que j'ai prises à l'intérieur de l'Irak, et qui a été présentée, donc je n'ai pas trop réussi en France à le présenter quelque part, mais du coup je suis allé ailleurs. Et je l'ai présenté à l'intérieur de ce théâtre immersif, donc à l'université de Plymouth. Et je présente aussi des articles et une explication du projet à l'intérieur de la revue Leonardo, donc du MIT. Et voilà, je pourrais vous le jouer, mais on n'a pas le temps. Donc peut-être qu'un jour on le montrera ici. Mais disons que je vais monter juste la dernière image. Voilà, c'est comment se promener à l'intérieur d'un territoire sonore, déjà pour provoquer un décentrement culturel, c'est-à-dire que qui permet déjà de se mettre un petit peu dans la peau des Irakiens et d'écouter quel est leur environnement socioculturel et de s'en imprégner.
Et à l'intérieur de tous ces sons, puisque chaque point bleu sont des sons qui sont pris à différents endroits de l'Irak, et donc on peut visiter physiquement ces conflits immatériels, qui soient transbahutés par la langue, la religion ou les conflits politiques. Et voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. On aurait pu vous écouter toute la matinée, alors je suis désolée d'avoir le mauvais rôle et de devoir vous couper, mais on va revenir sur beaucoup de choses, je pense, dans les débats. En tout cas, merci de nous avoir donné à la fois des éléments de réflexion théorique et des exemples tout à fait parlants. Donc je propose qu'on enchaîne avec la deuxième communication. On pourra peut-être avoir un temps de questions après, une petite pause et puis reprendre. Et quand on refera un temps de questions après les deux dernières communications, je pense que tous les intervenants pourront aussi participer. On pourra se repartir à 4. Donc j'appelle du coup maintenant Virginie Soulier et Étienne Firobin. Donc on va avoir une deuxième communication à deux voix. Qui en fait est une illustration de la collaboration active entre l'UPVD, l'Université de Perpignan et l'Institut Jean Vigo, puisque Virginie Soulier donc, est maître de conférence au département d'histoire de l'art. Elle travaille beaucoup sur les sciences de l'information, de la communication, sur la patrimonialisation, la mémoire, les témoignages, l'éducation à l'image, les musées. Étienne Firobin est professeur de lettres et de cinéma audiovisuel et en fait il est rattaché au service éducatif de l'Institut Jean Vigo. Donc ils vont tous les deux nous présenter une communication intitulée « L'éducation à l'image et les conflits identitaires, quelle éducation offrir ?» On y arrive. Merci Isabelle. Présentation. Excusez-moi. Continue aperçu. Voilà, hop. Ok, super. Merci Isabelle. Je tiens à remercier tout spécialement aussi Martin, qui est responsable scientifique du colloque, et pour tout le travail d'organisation, de coordination réalisé aussi avec Stéphanie pour ce colloque si enrichissant. Donc merci beaucoup. Alors voilà, donc ce projet de recherche mené en partenariat donc, avec l'Institut Jean Vigo s'inscrit en éducation à l'image. Et donc on va vous parler de l'image en mouvement à travers le cinéma et plus particulièrement de films qui portent sur des conflits identitaires et des enfances difficiles. Nous avons souhaité commencer cette... Ah ben mince. Il me manque des mots. Aucun sens. Bon, c'est pas grave, c'est un exercice à trous. Alors, de cette citation, ça n'a aucun sens. Cette citation à trous de Raymond Depardon, à l'heure où tout est prétexte à capturer les images et à les diffuser, il est important d'offrir aux jeunes une éducation au regard, penser le monde en images, devenir des regards conscients. Cette citation de Raymond Depardon nous rejoint en définitive notre démarche, l'esprit aussi de notre projet de recherche. Et donc on a voulu commencer par cette citation pour vous expliquer qu'en fait on va travailler sur les modes de regard, c'est-à-dire comment enseigner à regarder les images. Et c'est ce que Arnhem nomme aussi la pensée visuelle. Alors l'origine de ce projet de recherche a débuté en novembre l'année dernière quand Étienne nous a invités avec les étudiants du Master Pro Patrimoine à assister à la formation des enseignants. Donc c'est une formation pour des enseignants donc, du secondaire. Et l'objectif de cette formation, c'est vraiment d'offrir du contenu historique, des analyses cinématographiques sur des films qui sont recommandés par le ministère de l'Éducation.
Et ce qui a été intéressant, eh bien, ça a été la réaction des enseignants par rapport à cette formation. Et clairement, il y a eu des résistances et une opposition à montrer ces films en classe. D'où l'importance aussi de ce projet de recherche, de voir, d'examiner ce qu'il en est, qu'est-ce qui pose problème et pourquoi ces enseignants ne veulent pas montrer ces films. Donc ce qu'on souhaite aborder avec vous, eh bien, c'est d'examiner finalement ces enjeux, les atouts, les limites des dispositifs de l'éducation à l'image, de voir finalement l'usage pédagogique qui sont menés en classe de ces films qui portent sur l'enfance difficile, d'appréhender ces processus de transmission, de circulation de savoir, d'interroger ce rapport au savoir dans les classes du secondaire. Et donc on va aborder différents conflits identitaires, l'abandon parental, l'identité sexuelle, qui sont traités dans 4 films notamment. Alors, on a travaillé du coup avec Étienne à la fois sur ces retours des enseignants, les retours des élèves. Aussi, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'Étienne a 15 ans d'expérience aussi dans l'enseignement. Et donc, de faire ce retour, de dire qu'est-ce qui se passe en classe et pourquoi cette résistance. Alors, en première partie... Très bien. En première partie, on va vous présenter ces dispositifs ministériels de l'éducation à l'image et ces résistances des enseignants. Deuxièmement, eh bien, les résultats des analyses cinématographiques. Qu'est-ce qui est susceptible de poser problème dans le traitement cinématographique de ces conflits identitaires? Troisièmement, eh bien, les impressions, les réactions des élèves. Et puis, on terminera sur un bilan des perspectives et on profitera de cette table ronde aussi pour discuter des pistes de réflexion et de voir comment on peut peut-être repenser aussi cette éducation à l'image. Alors, bonjour à tous. Donc, les dispositifs d'éducation à l'image existent officiellement depuis 1989 en collège, 1994 dans les écoles et 1998 dans les lycées. On touche actuellement un grand nombre d'élèves sur le département. Par exemple, nous sommes à 5000 élèves de primaire, plus de 2500 élèves de collège, presque 3000, et un petit millier de lycéens, ce qui est quand même déjà énorme sur le département. Le choix des films se fait en concertation, on verra tout à l'heure, entre les différentes institutions et les enseignants grâce à un comité de pilotage, en fait, qui réunit les structures culturelles et les institutions. Le choix se fait parmi un catalogue, c'est le terme utilisé, de à peu près 200 films par dispositif. Le point commun de ces films, c'est de proposer quelque chose d'autre aux élèves que le mainstream commercial. Donc, au niveau du partenariat et des institutions, c'est donc un partenariat entre les deux ministères, celui de la culture et celui de l'éducation nationale. Le CNC, évidemment, a partie prenante, puisque ce sont eux qui fournissent une partie du matériel pédagogique aux enseignants via des plateformes numériques, Nanook, soit via des livrets. Si vous avez des enfants, ils ont sans doute eu à l'école primaire des petites cartes postales cinéma ou des fiches pédagogiques en collège et en lycée. Ces instances sont relayées sur le terrain par des associations ou des institutions culturelles reconnues par la DRAC. Oui. Alors, les dispositifs d'éducation à l'image sont en plus, on va dire, des obligations que l'on a dans les BO, donc dans les bulletins officiels, qui définissent nos programmes, les enjeux des programmes, mais qui ne donnent pas forcément de pistes, comment les aborder. Alors, c'est rentré notamment avec la circulaire de 2015 sur l'éducation artistique et culturelle, qui est une des 18 priorités de l'éducation nationale. Donc c'est un petit peu compliqué pour les enseignants de faire le tri. Surtout, on va voir qu'il y a un certain nombre de circulaires, vous parliez tout à l'heure de stratification, on est un petit peu la même chose. C'est pareil, mais c'est différent à chaque fois. Donc au bout d'un moment, on ne sait plus trop comment faire si on est tout seul. Ça se définit, là j'ai pris donc, sur l'école primaire, par cycle, donc par niveau. Également, ça se décline en compétences. Il faut savoir qu'une compétence dans l'éducation nationale est validée si l'élève a réussi à faire preuve de, elle est valable toute sa vie. On ne revient pas sur la compétence qui a été validée.
On la considère comme acquise. On fera une comparaison tout à l'heure, mais c'est essentiellement, finalement, des verbes, donc plutôt des injonctions pour l'élève, et surtout des compétences, mais d'oralisation et de verbalisation. Tout va passer par le langage et le vocabulaire, dans la plupart. Alors, l'histoire, je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire de l'image dans l'éducation nationale, ni même dans la culture, parce que là, il y a des universitaires qui sont bien meilleurs que moi là-dessus, mais c'est très compliqué, c'est « je t'aime, moi non plus ». L'apparition de la cassette vidéo VHS en classe dans les années 80 a fait scandale, puisqu'on passait du film éducatif, vous en avez tous vu, hein, sur les 8 mm, l'accouchement, la maladie, etc., au film, à l'objet cinématographique. Et l'enseignant se demandait qu'est-ce que j'en fais, pourquoi, ce n'est pas mon rôle, etc. Cependant, ça nous permettait d'avoir un nouveau support d'éducation, quelque chose qui était vraiment en lien avec le public qu'on avait dans les collèges et les lycées. Donc, une énorme satisfaction, oui, on va pouvoir faire autre chose, mais également un malaise et des inquiétudes. Qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi? Comment? Et comment vont réagir mes élèves à cet outil? Alors, à titre d'exemple très concret, dans le choix des films avec Génie pour le corpus, nous avons Tomboy, dont vous avez sans doute entendu parler, hein, de Céline Sciamma. Lorsque les enseignants se sont rendus compte que leurs élèves allaient voir Tomboy, 30% des effectifs se sont désistés de la part des enseignants, sans réaction parentale. Il en a été de même pour le film Les Géants de Bouli Lanners, film belge. Nous avons eu 6 désistements de classe, avant même la projection élève, alors que tout avait été acté au mois de mai précédent. Les enseignants se sont désistés en novembre, une fois qu'ils ont vu le film. En fait, ils ont fait des choix de films sans voir les films. Là aussi, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Les enjeux dans la pratique, en fait, ça sera également dans notre conclusion, c'est un petit peu ce que Meru va appeler l'ébranlement. C'est-à-dire qu'on va proposer à des élèves des choses qu'ils n'ont pas l'habitude, donc on va aller contre eux, contre leur rythme, et c'est très bien, mais après l'enseignant en classe, il en fait quoi? Est-ce qu'il va illustrer son cours avec ça? Est-ce qu'il va entamer une discussion en EMC, donc éducation morale et civique? Est-ce que Ridicule, qui est proposé dans le dispositif des collèges, va servir aux profs d'histoire pour son cours sur le 18e et le libertinage? Voilà, c'est toutes ces questions qui à la fois sont satisfaisantes, parce qu'on a plein de potentiel, mais également cause d'angoisse. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on attend de moi et qu'est-ce que je vais en faire? Donc là, c'est dans la liberté pédagogique de l'enseignant que se situe aussi la difficulté. L'autre difficulté, c'est est-ce que je traite donc le film comme illustration, donc ça c'est les fonctions de l'image, ou au contraire, est-ce que je traite le film comme un objet artistique, cinématographique? L'attention enseignante, elle est là. À ceci va se rajouter, c'est un phénomène nouveau, les tensions sociales, socioculturelles. Est-ce que j'ai le droit de montrer telle image à mes élèves, malgré les préconisations et la labellisation DRAC et ministère de l'Éducation nationale? L'autre problématique serait la formation des enseignants, qui malheureusement devient une peau de chagrin, puisque très concrètement, on a commencé il y a 15 ans au premier degré avec 3 jours et demi de formation consécutifs, et nous en sommes à rien en 15 ans. Voilà. Mais ça, chaque département, chaque académie choisit, priorise les formations enseignantes. Puis comme malgré les injonctions, c'est l'image, il y a aussi l'orthographe, la grammaire, apprendre, compter, calculer, etc.
listes proposées par le CNC et les deux ministères, en fait, correspondent à des choix qui sont aussi bien esthétiques que thématiques. La règle d'or, en fait, c'est proposer des films que les élèves, entre guillemets, n'iraient pas voir tout seuls. Même si, pour nous, ça peut paraître des blockbusters, par exemple, cette année, dans le dispositif lycéen au cinéma Occitanie, il y a Alien, de Ridley Scott. Sauf que pour la génération de lycéens, c'est un vieux film. Très très vieux. C'est aussi pour ça, même si ça ne paraît pas, on va dire, une œuvre d'art en tant que telle, pour certains esthètes, c'est quand même un objet culturel que l'on peut transmettre aux nouvelles générations, puisque ce sont des films qui ont marqué l'histoire du cinéma ou marqué la société. Donc, les 4 films que nous avons sélectionnés avec Virginie sont 4 films que j'ai pu expérimenter en classe et j'ai pu observer aussi dans d'autres classes les réactions. C'est donc Les 400 coups de Truffaut de 59, Persepolis de Satrapi de 2007, Tomboy de Sciamma de 2011 et enfin Les Géants de Bouli Lanners de 2011. Tu veux qu'on mette le film? Ouais. Ok, alors hop. Au niveau du son, c'est... Tu peux régler le son comme ça. Alors, elle est où l'image? Ah, parce que c'est là. Attends, ok. C'est là le son. Est-ce que tu peux bouger ça quelque part? Attends, j'ai juste un problème d'image. Si tu recliques dessus. Parce que le son passe pas sur le Mac. Il faut changer sur Mac les paramètres. Macron, c'est... Alors, on voulait projeter une scène problème, donc c'est vraiment une scène problème. Hein. Tu peux aller sur... Ouais. Et puis c'est l'image aussi, je sais pas où elle est. Ça, le son, c'est bon, mais c'est l'image. Il y a une ambiance sonore déjà. Ah. Merci. Donc c'est... Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu Persepolis, l'oncle vient d'être arrêté par le régime et lui rend visite dans sa cellule la veille de son exécution. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Ne sois pas triste. Bon, ta gueule. Ils l'ont tué et tu n'as rien fait. Ici pour rien. Ce sont les... Tais-toi. Je veux plus jamais te revoir. Va-t'en. 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 On verra ensemble tout à l'heure pourquoi ça a réellement posé problème en classe dans l'établissement où j'exerçais. Alors, au final, ce sont des points communs entre les 4 films et même la plupart des films du dispositif.
Donc il y a 5 problèmes, 5 points. Tout d'abord, il n'y a pas de morale explicite dans aucun des films, c'est-à-dire qu'à aucun moment donné, il y aura une portée ou un jugement qui sera donné par le film, par le réalisateur. Ce qui pose problème surtout aux adultes, pas forcément à l'élève spectateur, puisque on est aussi quand même dans la formation de l'esprit critique et du citoyen. Mais pour les enseignants, le fait que le film ne soit pas manichéen, en fait, est problématique, puisqu'ils ont une espèce de sacralité du rôle de l'enseignant, et donc on doit leur dire ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui n'est pas le cas, notamment, de ces 4 films. L'autre problème, à l'instar de Persépolis, de cette toute petite scène qui dure exactement 30 secondes sur 1h40 de film, c'est qu'on a des scènes qu'on a qualifiées de tension. Pas forcément visibles, mais au moins de souffrance du personnage, comme ça peut être le cas dans Tomboy. Puisque Tomboy, c'est l'histoire d'une fille, d'une petite fille âgée de 9 ans, qui se sent garçon. Donc qui va opérer des changements physiques et même moraux dans son attitude et dans sa gestuelle. On a également parfois des conflits visibles, notamment dans Les Géants, des scènes de bagarre assez violentes, mais entre enfants. On a aussi des disputes entre parents. La difficulté, alors là c'est les photogrammes notamment des 400 coups, c'est les fins plurielles, les fins ouvertes. Il n'y a rien de pire pour la nouvelle génération que de ne pas avoir de réponse à l'issue d'1h30. Ou de happy end. Ou de happy end, voilà. Et là on se rend compte aussi quand même qu'il y a une offre culturelle qui est peut-être un peu simpliste parfois, qui laisse peu de place au développement de l'imagination, qui est de plus en plus relayée par la technologie, puisque c'est instantané et ça se termine. Le jeu se termine, le film se termine sur le portable. Là, le film, notamment celui de Truffaut, malgré le fait qu'en plus on ait le texte fin sur le regard caméra de Douanel qui regarde l'enfant, ça les perturbe énormément. Et très souvent, on peut parfois, quand on n'a pas vraiment l'expérience, patauger avec ah, il y a une suite. Oui, enfin, pour Truffaut, oui, il y a une suite, mais dans les autres, non. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Pas de fin claire. La difficulté aussi par rapport au public récent, c'est qu'on est hors des standards de ce que propose la télé et les mégas, quels qu'ils soient. Je ne fais pas de pub pour l'un ou pour l'autre. On est donc très loin de Transformers ou des films de Michael Bay avec une explosion toutes les 20 secondes. On est sur un rythme plutôt lent, sur du noir et blanc. On est parfois sur des films non sonores, parce qu'on ne peut pas dire muet, les acteurs parlaient mais on ne les entendait pas, donc sur des films non sonores. Et de là va découler une complexité des registres. Un même film, si on pense au Chaplin ou au Harry Lloyd, peuvent poser problème aux élèves. Mais du point de vue de l'enseignant, pas du point de vue de l'élève. Vous mettez, on a eu l'expérience à confrontation sur Les Trois Mousquetaires, donc film patrimonial américain en noir et blanc, sous-titré en américain, une séance de CM1, CM2 qui s'est passée nickel chrome. Ils ont adoré l'heure du film. Les enseignants étaient comme ça, ils ne vont rien comprendre, ils ne vont pas aimer, et ça a été paradisiaque. Donc, il faut aussi qu'on apprenne à faire confiance à cette complexité et ne pas trop simplifier. À force de simplifier la nature des objets qu'on décide de travailler en classe, on les dénature, finalement. Et on ne fait pas vraiment notre métier. C'est donc sur un cinéma plutôt réaliste, sensible, poétique, au sens presque aristotélicien du terme de création, qu'on choisit ces films et qu'on les propose aux enseignants et aux élèves. Alors,
pour bien cerner les impressions, les réactions des élèves, d'abord voyons quel est le modèle pédagogique qui est mis en place en classe. Donc dans les situations observées, aussi ce qui est préconisé par l'Institut Jean Vigo et les autres dispositifs, le film reste un objet d'enseignement artistique et médiatique, et le focus est vraiment mis en place sur ce rapport texte-image. En même temps, au niveau du déroulement des séances, premièrement, il y a surtout des activités de préparation, de lecture à l'image. Deuxième moment, c'est la projection du film, donc qui reste dans la salle de cinéma, ce qui est extrêmement important pour cette expérience artistique, donc pour un moment, pour avoir accès aussi à ce hors-champ, l'expérience en salle. Troisième moment, c'est le débriefing qui a lieu autant dans la salle de cinéma, puis en classe. Et quatrièmement, des activités de prolongement où on va mobiliser ces connaissances en cours d'acquisition dans le cadre d'activités, notamment de projets d'écriture ou de création artistique. Au niveau de méthode d'analyse, premièrement, c'est surtout une contextualisation historique, cinématographique, pour donner tous ces repères aux élèves. Ensuite, on reste surtout sur une analyse du récit. Et enfin, en prenant un petit peu de distance, d'expliquer quelle est la vie de l'œuvre, les reconnaissances, les palmes, etc. Là, la contrainte, en fait, dans ces situations d'apprentissage, c'est d'amener les élèves à verbaliser ce qu'ils éprouvent eux-mêmes en regardant le film. L'enjeu, c'est vraiment de libérer la parole. La précaution, le danger, c'est cet effet de sidération, de l'enfant rentre dans l'image. Et là, il faudrait amener les élèves aussi à développer leurs compétences pour être à même de comprendre, mais aussi de sortir de l'image, et en ce sens d'être accompagnés pour ne pas qu'ils se sentent aussi perdus, écrasés et égarés. Et comme le souligne Mérieux, l'éducation à l'image, c'est surtout une éducation à la résistance à l'emprise et à toutes les formes d'emprise. Voilà, donc c'est vraiment cet enjeu de ne pas rentrer dans cet effet de sidération. Et donc l'objectif, c'est d'extérioriser les sentiments, de construire un esprit critique et d'élaborer un discours sur les films à partir des films. Alors, quels sont ces ressentis, quelles sont ces émotions maintenant? Qu'est-ce qui se joue au travers de ces projections chez les élèves? Alors, donc toujours par rapport au corpus choisi, on a la première réaction va être un effet de surprise des élèves, tant par l'objet, le film qu'ils vont voir, que par le fait que ce soit un enseignant qui les amène voir ce film. La surprise vient aussi du fait qu'il n'y ait pas d'héroïsation au sens américain des personnages. Ce sont presque ce qu'on appellerait en littérature des anti-héros au final. Ils n'ont pas de qualité exceptionnelle, ni morale, ni sociale, ni culturelle, ce sont des gens de tous les jours. La dramatisation, du point de vue scénaristique, justement, est sur le quotidien. Ce n'est pas une invasion de robots qui veulent coloniser la Terre. On est sur des enfants qui vivent des situations de tous les jours. Donc très souvent, d'ailleurs je l'ai noté, on entend comme première réaction, il ne se passe rien dans le film. Enfin voilà, les 400 coups de Truffaut, il se passe beaucoup de choses. Tomboy, Persepolis aussi. Mais la première réaction des élèves, c'est il ne se passe rien, il n'y a pas d'action. La deuxième réaction, souvent, c'est un sentiment double qui est à la fois un sentiment de peur, de crainte, mais un sentiment rassurant, puisque les films vont mettre en scène des interdits. Et on va leur montrer que dans la vie de tous les jours, certains interdits ont lieu, mais que ce n'est pas si grave que ça. Je pense notamment aux scènes dans Les Géants, où les ados vident une bouteille d'alcool. C'est montré, ça les surprend, mais je ne dois pas voir ça. Ah, mais si, ça se fait en finale. Et je pense qu'on est tous passés par là un jour. Ça fait aussi partie on leur montre également, il y a des scènes de drogue où ils fument. Il y a, voilà, ce genre d'interdit qui est montré par ces films-là déstabilise les enfants, mais font peur aux enseignants, très souvent. Il y a également des conflits, on va dire, familiaux, quand c'est des histoires d'abandon de l'enfant ou de séparation parentale. Et très souvent, la première réaction des élèves va être de l'empathie pour le personnage. Et ils vont pas aller jusqu'à l'identification, mais dans l'accompagnement de ce personnage. Ils ne peuvent pas s'identifier pour des raisons cinématographiques, le noir et blanc, le dessin,
Donc ça aussi c'est une rupture. Mais ils vont être avec eux, à côté d'eux, pour se dire « Ah bah tiens, il aurait pu faire ça, etc. » Le quatrième, et là c'est en lien avec l'extrait que vous avez vu de Persépolis, ça a été la réaction face au conflit religieux. En effet, la première réaction a été une espèce de sidération dans le cinéma. Plus aucun bruit, une mouche volée, donc l'enseignant commence vraiment à avoir peur quand il n'y a plus de bavardage du tout. Et en classe, le retour a été extrêmement négatif. Ça a été de la colère. On n'a pas le droit de, donc moi j'étais plutôt surpris, de représenter Dieu. Et on n'a pas le droit de lui parler comme ça. Elle va finir en enfer. Voilà, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Donc c'est un choc religieux, mais aussi un choc culturel et éducatif. Et enfin, avec Tomboy, a été soulevé le conflit identitaire. C'était bien avant la question du genre. Donc autant vous dire que quand le film a été choisi en plein mariage pour tous, ça a été un petit peu compliqué également de justifier le choix des enseignants. Mais ce sont des situations qui dérangent. Montrer le corps à une population musulmane, entre autres, est très compliqué. Donc les scènes de salle de bain où elle se coupe les cheveux, où elle joue avec la moustache, avec ses cheveux, et qu'elle propose à sa sœur de faire de même, ça a été très très compliqué à gérer, même dans la salle. Ça fonctionne aussi avec des films d'animation, malheureusement. Quand il y a un petit point, ça a été compliqué. Il faut avancer. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience vécue? On est dans un mode d'appropriation qui correspond donc à ce processus de reconnaissance qui passe par différentes étapes. Il y a l'identification de soi, le travail de projection de soi à l'égard des autres, mais aussi ce moment d'empathie ou de rejet. Et là, en fait, on est sur cet espace de négociation qui passe par 4 formes d'interaction. Premièrement, c'est l'élève face à l'œuvre. Et là, eh bien, c'est ce regard sur l'œuvre, mais aussi en retour, ce qui réfléchit sur soi. Deuxième forme d'interaction, c'est la relation entre l'élève et l'enseignant. Qu'est-ce que va penser l'enseignant par rapport à ce que je vais dire sur le film? Et réciproquement, qu'est-ce que les élèves vont penser sur l'enseignant en prenant la décision de montrer ce film? Troisième forme d'interaction, c'est entre les élèves. À partir du moment où je vais m'exprimer sur le film, les élèves sont moins conscients de ce qu'ils sont en train de dire sur le film, mais de l'image qu'ils sont en train de construire sur eux-mêmes à l'égard de leur père. Quatrième forme d'interaction, c'est l'élève face à lui-même, c'est lui et lui-même. Et finalement, eh bien, c'est aussi éprouver de nouvelles émotions. Mince, on ne pensait pas pouvoir pleurer sur cette séquence. Et là, c'est de maîtriser ses émotions et donc cette découverte aussi de soi. Donc clairement, en fait, on est aussi dans cette expérience artistique sur une situation qui fragilise. Cette situation d'apprentissage, c'est aussi se mettre en danger à partir du moment où on doit s'exprimer sur ce que l'on vient de vivre. Là, le danger au niveau sur l'aspect scolaire, c'est de ne pas rentrer justement sur ce formalisme scolaire, de rentrer tout de suite sur des aspects normatifs. Oui, je veux dire à l'enseignant que j'aime ça, ça va faire bien, ou à l'enseignant de dire bon, je fais bien de montrer ces films. Mais finalement, on se rend compte dans cette expérience qu'on est surtout sur des apprentissages informels, celles qu'on vit au quotidien, dans la construction des identités sociales, et on reste sur une mémoire implicite. Et là, d'où l'importance justement en contexte scolaire, d'amener les outils pour être capable d'expliciter ce qui se passe face à l'image. Du coup, c'est amener finalement les outils pour être capable de prendre en compte aussi cette expérience sensorielle et affective et pas seulement rentrer dans une interprétation raisonnée avec des connaissances formalisées. C'est ce qu'on appelle aussi le choc d'intentionnalité. C'est-à-dire que dans cette expérience, il y a d'abord l'intention du producteur, il y a l'intention constitutive de l'œuvre, troisièmement, la manière dont les élèves vont interpréter l'ensemble de ces intentions, mais aussi l'intention même du spectateur, du regardeur. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Est-ce que j'ai décidé de le voir? Et qu'est-ce que je vais chercher dans l'image? D'où l'importance aussi dans les méthodes actives de mettre les élèves en situation active et non pas passive, de dire j'ai décidé d'apprendre quelque chose et de susciter cette curiosité. Deuxième choc, c'est le choc des interprétations. On a abordé cet aspect-là pas la semaine dernière, hier matin, justement d'amener les élèves aussi à interpréter ce qui n'est pas montré. Et ça, c'est extrêmement important, c'est que là, il faut faire appel à son imaginaire, il faut faire aussi appel à la symbolique pour être capable de prendre une distance et d'interpréter justement ces ellipses, ces interstices.
Et comme moyen, justement, pour y arriver, alors, on a intitulé ça remédiation innovation. Ça date déjà depuis un certain temps, hein, mais voilà, l'innovation, ça dure. C'est ça qui est très drôle. Alors, non seulement prendre en compte l'affectif, l'émotionnel de l'élève, hein, c'est le premier terreau, puisque ça va être une réaction instinctive, et ensuite leur montrer que l'image est fabriquée avec une intentionnalité. Donc il y a plein des petits exercices, des petits films, l'effet Kuleshov, notamment pour ceux qui sont un petit peu habitués, et également la manipulation. Vous parliez tout à l'heure, à juste titre, de l'homo faber. C'est exactement, au final, un des moyens de désacraliser l'image et de leur montrer les agencements possibles dans l'intentionnalité du réalisateur. Et qu'eux-mêmes sont capables de créer des images avec du sens. Donc pour cela, on va mettre en place des situations où on va leur demander de créer de A à Z un film, soit en s'inspirant de ce qu'ils ont vu dans l'année, soit d'écrire eux-mêmes un propre scénario, un storyboard, le tournage et le montage, avant une diffusion. Donc ils sont ainsi spectateurs et acteurs, pour permettre de mieux comprendre le système. Et donc ainsi, finalement, on arrive à créer une véritable pédagogie du regard, mais aussi une pédagogie au regard. Ce que je montre, comment il va être interprété. Et donc, une des innovations vers laquelle on tendrait, ce serait passer justement d'un pur langage visuel à une pensée visuelle. Ce qu'on va retrouver chez Meyer notamment. Voilà, donc c'est la fréquentation des œuvres, c'est aussi l'interprétation des œuvres et la fabrication des œuvres. Alors, bilan perspective, donc premièrement, ce dont on se rend compte, hein, c'est que à travers ces expériences artistiques, eh bien, c'est l'importance de la complémentarité entre le milieu scolaire, mais aussi le milieu culturel et patrimonial. On a besoin d'être à la fois sur l'éducation formelle, l'éducation non formelle, pour favoriser aussi la rencontre avec les producteurs même de l'image. Donc ça, c'est extrêmement important. Également, deuxième piste, eh bien, c'est de revenir au concept de littératie visuelle. Donc, je reviens dessus. Excusez-moi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de donner finalement ces outils aux élèves pour qu'ils maîtrisent un ensemble de règles techniques, mais aussi une culture visuelle pour aiguiser leur esprit critique, mais aussi pour se détacher et justement ne pas être l'emprise de l'image, mais également de la comprendre et d'aller au-delà. Donc, c'est sûr que ce modèle de la littératie visuelle, hein, qui est un modèle anglo-saxon, eh bien, permet finalement d'avoir une opérationnalisation et tout un bloc de compétences qui permet d'avoir des objectifs beaucoup plus clairs. Évidemment, on n'est pas là pour dire chez les Américains c'est mieux, hein, on ne va pas le prendre comme un modèle, mais surtout dans une approche d'une pratique concrète, adaptée et plus facilement transposable, puisque clairement ce qu'on a vu, c'est que les enseignants ont du mal à mettre en place cette transposition didactique, même si on leur offre beaucoup de matériel. Je vais terminer. Ouais. Là, voilà. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, dans les années 60, il y a eu une grande prise en compte de l'image, de l'éducation à l'image, qu'il y a eu un essoufflement dans les années 80, et là, en fait, on se rend compte qu'il y a eu un engouement, et puis maintenant, qu'il faut effectivement s'inspirer d'autres modèles. Donc, je termine. Donc, le concept d'anglo-saxon permet de prendre du recul, une prise de conscience aussi de ce qui se passe ailleurs, où on est surtout attaché en France, surtout à la textualité et à la littérature, d'où cette importance de penser différemment le langage visuel. La littératie visuelle peut être aussi une matière scolaire beaucoup plus cadrée, beaucoup plus opérationnalisée, de penser les modèles de progression. Hein, ils utilisent ces notions de standard, de step, hein, vraiment des objectifs précis, et d'avoir une opération peut-être intellectuelle, rationalisée, mais aussi prenant en compte l'affectif. Voilà, et je vais conclure. Donc aussi, dans l'expérience artistique, on parle d'ébranlement. Pourquoi pas, c'est aussi intéressant par rapport au quotidien. Et là, en faisant le rapport avec les théories de l'apprentissage du socio-constructivisme, on se rend compte que c'est important qu'il y ait des éléments déstabilisateurs. C'est ce qui permet aussi d'avancer, de progresser. Et du coup, on se dit, par rapport aux enseignants, oui, il ne faut pas avoir peur aussi d'être dans cette période de déstabilisation. Pourquoi pas, et Mérieux parle en ce sens aussi de pédagogie d'ébranlement. Voilà. Merci beaucoup.